Alors, avant de passer le micro à la salle, je vais vous poser une première question. Hier, on a beaucoup parlé du temps qui s'accélère et on a vu que les jeunes auront probablement 5 ou 6 jobs, mais totalement différents. En ce qui vous concerne, vous avez connu une carrière fulgurante puisqu'en fait, vous avez été PDG de Danone avant 40 ans. Et puis que vous avez décidé de prendre du recul à un âge où normalement les PDG s'accrochent plutôt à leur siège et ont plutôt envie de durer le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, il y a 4 générations dans la salle. Est-ce que vous pouvez partager avec les Octaviens votre parcours? Non, mais quand j'écoute votre question, vous avez dit 5-6 jobs, c'est ça? Ouais. Moi, je n'emploierais pas le mot job à votre place. Par les temps qui courent, je dirais 5-6 vies, plus que job. Job, honnêtement, c'est pas vraiment... Enfin, en plus, vous êtes tous brillants, donc c'est pas très important. Par contre, d'avoir 5-6 vies, ou au moins 2 vies, ou au moins croire que vous pouvez avoir plusieurs vies, ça me paraît vraiment un concept intéressant. Et très franchement, c'est ce que je me suis toujours dit, moi. Mais depuis tout petit. J'ai toujours considéré que j'avais eu, je le disais très vulgairement, donc je vais essayer d'employer d'autres mots, mais la chance de naître au bon endroit. Pas pour des raisons aussi pour, mais pas que, des raisons financières, mais aussi parce que je suis né dans une famille qui avait un esprit d'ouverture absolument invraisemblable. Donc je pense que ça a été une chance, et en plus une éducation où on vous laissait faire ce que vous vouliez à condition que vous le fassiez bien. Donc j'ai trouvé ça fantastique comme terreau d'épanouissement. Et je me suis toujours dit que j'aurais plusieurs vies, et d'ailleurs j'en ai eu plein, puisque j'ai fait des études, pas loin d'ici, juste de l'autre côté du lac, d'ingénieur. Enfin, ça m'a vraiment gonflé, donc j'ai jamais fait ce métier, faut être clair. Ensuite, j'ai passé 2 ans à gagner ma vie en faisant de la planche à voile. Mon père était ravi, mais il était ravi. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il était ravi. Et puis, à tel point que je croisais des gens de Danone, de BSN à l'époque, qui me regardaient et puis qui disaient « Quand je pense que c'est ça qui va nous diriger ». Mais j'ai les noms, donc je m'en suis souvenu plus tard. Ensuite, je suis rentré chez Danone par inadvertance, parce qu'en fait, j'attendais une green card pour aller travailler aux États-Unis dans une société que j'aimais bien, qui faisait des trucs qu'on met au pied pour dévaler les pistes, ça s'appelait Rossignol. Puis ils ont fermé leurs usines, donc finalement, je suis resté chez BSN, en l'occurrence chez Panzani, au contrôle de gestion, où là, je me suis vraiment fait chier, mais vraiment. Par contre, j'ai joué au foot avec les mecs du marketing et puis je me suis dit, tiens, c'est pas inintéressant comme métier quand même. Et du coup, je suis parti dans les ventes à Amiens, etc., etc. Mais en n'ayant jamais d'objectif, entre guillemets, de carrière, mais toujours l'objectif de se dire, tiens, je vais vivre un truc différent d'avant, c'est sympa, puis je vais essayer de le faire à fond, puis on verra bien. Surtout quand vous appelez Ribou, puis que le mec qui dirige le groupe a le même nom que vous, voyez, évidemment, ça peut créer des facilités, mais ça crée pas mal de responsabilités aussi, celle déjà de se taire et de ne jamais rien demander. Ensuite, j'ai quitté Danone. Ça, personne ne le sait, en fait, même la caisse de retraite. J'ai quitté Danone parce que j'ai monté un studio de packaging avec un Indien qui s'appelle Sen Gupta. Peut-être que certains, d'ailleurs, connaissent ce studio. S'il y a des gens de L'Oréal, il peut avoir dans les tiroirs ceux qui ont pu travailler sur Longueurs et Pointes, par exemple, qui s'appelait Shining. Et c'est avec cet Indien qu'on a fait Activia, beaucoup mieux que ce qui a été refait, d'ailleurs. Ça, c'est un message personnel pour les gens des produits frais de Danone. Parce que là, vous êtes vraiment une bande de buses. Enfin, c'est plus moi le chef, donc vous avez de la chance. Hein, enfin, je lui parle encore de temps en temps, alors faites gaffe. Studio de packaging, où là, je me suis vraiment éclaté. C'était vraiment sympa. Enfin, j'étais pas bien vieux, mais c'était vraiment sympa. On avait décidé de faire ça en Inde aussi, etc. Donc encore une nouvelle vie. Puis je suis revenu chez Danone. Enfin non, j'ai eu une vie non pas de chômeur, mais pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire. Je n'ai pas trouvé. Donc j'ai refait le garage que j'ai transformé en salle de jeu pour les enfants. C'était le truc le plus intelligent à faire à cette période. Puis je suis revenu chez Danone comme chef de secteur, puis entraîneur régional, puis enfin dans les ventes. Encore une autre vie.
Et puis voilà, puis je suis devenu président de Danone à l'âge de 38 ans, 39 ans. Donc quand je vois 4 générations, quelque part, je me dis que j'ai eu une chance inouïe parce que j'ai été nommé à un poste très très jeune. Et c'est vrai que quand vous êtes nommé à 39 ans à la tête d'un groupe qui faisait à peu près la même taille, avec à peu près le même nombre de personnes, même si on a beaucoup changé le périmètre du groupe, d'abord on a la trouille, ça c'est le premier sentiment. Et on n'ose même pas dire, mais est-ce que vous êtes sûr que vous ne faites pas une connerie en me nommant? D'autant plus que les interlocuteurs qui sont en face de vous à ce moment-là ne sont pas des perdreaux de l'année, puisqu'il avait fallu que j'aille rencontrer M. Michel David-Veil, patron de Lazare, M. Gianni Agnelli, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Je vous assure que c'est impressionnant. Et juste une anecdote d'ailleurs, quand j'ai vu Gianni Agnelli, parce que la famille Agnelli était actionnaire de Danone, il m'a reçu, il avait un appartement pas loin de l'Élysée, magnifique homme, magnifique, mais vraiment magnifique, d'une beauté extraordinaire. Et je vous jure que je ne suis pas de ce camp-là et que j'en ai rien à foutre, mais franchement, le type, mais respect, quoi, vraiment. Il n'y avait pas une faute de goût, ni dans l'appartement, ni dans ses vêtements, ni dans ses paroles. Hein. Et moi, j'avais passé la nuit à réviser, à bachoter tous les chiffres de Danone, les machins, la stratégie, la vision, the vision. J'étais au taquet, beaucoup plus que pour le bac ou quoi que ce soit. Puis il m'a posé 2 questions. Première question, avec une parle français comme vous et moi, avec ce petit accent italien assez agréable. Il me dit, est-ce que vous aimez l'argent? Vous avez passé la nuit à réviser. Hein. Et la deuxième question était encore plus sympathique. Je sais que vous aimez les footballs. Là. Alors, je dois prendre Zizou et Dugarry, ou Zizou ou Dugarry, et lequel des deux? Parce qu'il est propriétaire de la Juventus de Turin. Et là, vous repensez à votre nuit sur la croissance du chiffre d'affaires, les bidas, le nombre de personnes, les ratios. Et vous vous dites, mais t'es un vrai con. Voilà un vrai entretien d'embauche. Voilà, et je l'ai appliqué toute ma vie, en me disant, a priori, si toute une organisation, plus ou moins de qualité, me fait rencontrer quelqu'un, c'est au pire, ils sont tellement peureux qu'ils ne vont pas me faire rencontrer une buse. Au pire, ils ont bien fait leur boulot et celui qui me font rencontrer a de la valeur ou des valeurs. Et du coup, j'ai répondu, alors sur est-ce que vous aimez l'argent? J'ai fait blablabla, je suis lyonnais, enfin n'importe quoi. Par contre, sur le foot, j'ai été super bon. Super bon. Ce qui m'a fait dire d'ailleurs à un des 2 intéressés, quelques années plus tard, que toute sa carrière, il me la devait, de toute manière. Et je me suis rappelé la première question, est-ce que vous aimez l'argent? Donc, voilà comment on boucle la boucle. Après, ma décision d'arrêter, qui est une autre vie, mais c'est aussi ça, c'est que je me suis dit, mais tu as toujours dit que tu voulais avoir plusieurs vies, tu n'as quand même pas attendre la caisse en bois en étant CEO du groupe Danone. Non pas que le job soit inintéressant, dans tous les points de vue d'ailleurs, mais juste que, et Anne, vous avez dit, le temps s'accélère, etc. Oui, je dois le dire, franchement ressenti le besoin de calmer le jeu. Mais vraiment de calmer le jeu. D'abord, je ne peux pas saquer Paris, parce que je suis provincial et je l'assume. Donc, je voulais retourner en province. Je voulais arrêter d'être totalement speedé, mais à tel point que même le poids des responsabilités devenait pénible et que je me suis réveillé un matin en me disant à la personne qui était à côté, j'ai envie de faire que ce que j'ai envie de faire. Et là, elle a éclaté de rire. Parce que c'est quand même ce que je fais depuis toujours, ce que j'ai envie de faire. J'ai cette chance-là. Mais j'ai aussi cette chance-là parce que j'ai su me créer les espaces de liberté, presque par éducation. Non pas que je me foute de ce que les gens pensent de moi, mais je sais en faire abstraction. Non pas que je me foute de bien gagner ma vie, mais bon, comme disait mon père, on n'a jamais vu un coffre-fort qui suivait un corbillard. Donc ça sert pour rien. Au bout d'un moment, ce qu'a dit Claude sur le pourquoi, vous vous posez vraiment cette question. Ensuite, il y avait aussi d'autres choses qui étaient
est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment la vie que j'avais envie d'avoir? Est-ce que j'ai vraiment choisi ça? Oui et non, mais vous savez, dans vos décisions, il y a tellement de facteurs que vous ne maîtrisez même pas, dont vous n'avez même pas conscience, mais qui vous impactent. Ça peut être, oui, du paraître, ça peut être de pouvoir, ça peut être plein de sentiments, et vous ne savez même pas, mais en fait, ils vous impactent dans vos décisions. Donc de prendre un peu de temps et de se dire, attends, c'est peut-être la première fois que tu vas prendre, toi, une décision, ça m'excitait terriblement. D'autant plus que quand j'ai décidé de passer la main, j'avais 58 ans, ce qui est à peu près l'âge à laquelle la moyenne des gens deviennent CEO. Et d'ailleurs, il y en a qui venaient me voir, je ne donnerai pas les noms, mais il y en a dans la salle, enfin représentés, on va dire. Ils me disaient, mais j'avais deux questions d'abord. Est-ce que tu es malade? C'est toujours sympathique. Je dis, pas encore. Ou alors depuis toujours, mais je ne sais pas. Puisque je suis réformé P4, donc ça veut dire psychiatrie degré 4, donc il y a une forme de maladie quand même. Et l'autre question, c'était, tu nous emmerdes? Parce que comme l'a dit Anne, nous, on ne veut pas partir. Et certains d'entre eux avaient plutôt 60, 62 ans. Et je leur posais une seule question, je leur disais, mais tu as été nommé à quel âge? Et la réponse, en moyenne, était très... Maintenant, c'est en train de changer, et c'est bien d'ailleurs, ce rajeunissement. Mais la réponse était vers 55 ans, 56 ans. Et je leur disais à tous, ben, quand tu auras 76 ans, tu viendras me voir parce qu'on sera membre du même club. Parce que j'ai fait 20 ans dans le tourbillon, là. Et franchement, au bout de 20 ans, j'avais juste envie de voir autre chose. Puis il y avait un truc beaucoup plus rationnel pour Danone, c'est que j'estime qu'à partir d'un certain moment, non pas qu'on s'use, mais que notre première responsabilité, c'est de faire abstraction de soi-même, de penser à l'entreprise, de regarder comment elle doit évoluer, comment elle doit changer. Et deuxième message subliminal pour les gens de Danone, et je sais que les changements, c'est compliqué, puisque j'en ai vécu un. Même quand vous vous appelez Franck Ribou et que vous passez après un personnage comme Antoine Ribou, toute la journée, on vient vous dire « c'est plus comme avant, le père était mieux, et patati, et patata, et gna gna gna, et gna 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 ». Et à chaque fois, je disais « mais il n'y a pas de problème, les gars, vous avez qu'à aller bosser ailleurs, moi je veux faire ça, j'y crois, boum ». Puis voilà. Et là, on vit la même chose chez Danone en ce moment. Il y a un vrai changement. Emmanuel et moi, même si on travaille depuis 20 ans ensemble, c'est un tout petit peu différent. Tout petit peu, c'est pas tout à fait pareil, c'est même très différent. Mais je suis convaincu que ce garçon a une vraie vision et que c'est ça l'avenir du management dans les entreprises. Vraiment. Donc, je décide de partir. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment ressenti que, et je dis bien ressenti, je n'ai pas demandé à McKinsey, je n'ai pas respecté la gouvernance, je ne suis pas allé regarder la compliance, je n'ai pas demandé au board, j'avoue tout, contrairement à d'autres, j'avoue tout. Après, je suis allé faire mon métier. C'est-à-dire que je suis allé en one-to-one devant chaque board member pour leur expliquer pourquoi je voulais faire ça, pourquoi je voulais faire comme ci, pourquoi j'estimais que c'était celui-là, pourquoi, etc., en prenant toute la responsabilité. Eux, ils s'en foutent, de toute façon, si ça merde, ils me rappelleront. Donc, mais vraiment, ça, j'aimerais pas. Je vous le dis très franchement, ma vie d'aujourd'hui me va très très bien. Donc voilà, je suis un peu long, mais ça vaut le coup. Donc voilà comment j'ai choisi de changer, parce que je me suis dit que ma première responsabilité vis-à-vis de Danone, ce n'était pas mon cas personnel, celui-là il est servi, mais c'était vraiment d'assurer l'avenir de Danone et sa culture. Et du coup, mes critères de choix, parce que qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Comme un peu d'autres en ce moment-là, il est financier, il n'est pas marketing, il a travaillé dans une banque, et patati, et de nouveau, mais rien à foutre. Vous devez toujours savoir sur quels critères vous prenez vos décisions. Le reste n'est pas très important. Personne n'est parfait, mais vraiment personne. Et moi, j'étais convaincu d'une chose, c'est que le double projet social, économique et maintenant environnemental de Danone serait plus que protégé, serait même développé. Et j'ai toujours parié qu'à horizon X, Danone deviendrait quasiment une ONG. Et c'est pour ça que j'ai choisi Emmanuel, pour rien d'autre. Les résultats, qu'est-ce que c'est les résultats? Tous les trimestres, on prend une baffe ou pas, enfin,
C'est un jeu de con. Enfin, voilà. Oui, on travaille pour l'actionnaire, c'est vrai, pas que. Mais vraiment pas que. Mais vraiment, vraiment pas que. Donc, voilà, j'avais des garanties sur ce sujet, et c'est le sujet qui me paraît le plus important. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des managers, et je vais vous dire une seule chose que j'envoie à toute personne nommée en poste élevé chez Danone, qui est une lettre de mon père, où il est écrit, beaucoup mieux que je vais le dire, mais il est écrit, dans ta vie, tu vas rencontrer des gens différents, certains ont des défauts et des qualités, les défauts, tu les entoures par d'autres qui vont venir solutionner ou corriger ces défauts. Maintenant, si tu rencontres des vrais cons, tu les vires tout de suite. Voilà. Et j'ai vraiment fait ça toute ma vie. Maintenant, vous prenez la liste des gens qui ont été virés. Vous trouvez quels sont les vrais cons. Et ces vrais cons à un instant T, vrai con, ça ne veut rien dire. C'est des gens qui, à un instant T, de par leur caractère ou de par leur non-partage, peuvent mettre en danger la collectivité. Ou, encore plus important, la culture et le code génétique des entreprises. Et ça, pour moi, on n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit de toucher au code génétique des entreprises parce qu'il y a des générations, et je reboucle avec votre question, il y a des générations. Aujourd'hui, les plus jeunes qui sont dans la salle, ouais, vous êtes les plus jeunes dans la salle. Bonne nouvelle. Dans quelques années, vous serez les plus vieux. Ça, c'est inéluctable. Donc, le job du manager, c'est justement de ne pas considérer qu'il y a des générations. Parce que je pourrais vous expliquer que la jeunesse n'a jamais été une qualité, puisque l'expérience en est une. Et je suis désolé de vous dire qu'acquérir de l'expérience ne peut se faire qu'au fil du temps. Et même si vous voulez accélérer le temps, vous n'allez pas accélérer le potentiel d'expérience acquis. Parce que l'expérience, elle s'acquiert par frottement, elle ne s'acquiert pas par étude, elle ne s'acquiert pas par analyse, elle ne s'acquiert pas par consulting, elle s'acquiert parce que vous les avez vécues. Moi, j'ai vécu la crise LU, mais je vous assure que j'ai acquis de l'expérience en prenant plein la gueule. Ou alors vous êtes complètement à l'ouest, quoi. Mais ces expériences, elles n'arrivent pas toutes les 3 premières années. Forcément, elles vont arriver échelonnées dans le temps. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs de manière très basique qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Donc, ne pas s'intéresser à toutes les générations de l'entreprise, alors ça peut être des mots, mais il faut que ça se traduise concrètement. Pour moi, m'intéresser notamment à la génération la plus jeune, c'est de leur donner des responsabilités le plus vite possible. Chaque fois que j'entends quelqu'un de la DGRH de Danone me dire « Ah, il manque d'expérience », je deviens dingue. Mais je deviens dingue. On ne lui demande pas de nous dire s'il manque d'expérience, on lui demande de nous dire, là, tel qu'il est, avec son expérience, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à ce poste. S'il n'apporte rien, ben non, on ne le nomme pas, parce qu'effectivement, d'autres critères rentrent en jeu. Mais c'est toujours un système de balance. Si par contre, ce qu'il a déjà vécu, son dynamisme, sa compréhension, ça apporte des choses très très importantes, mais il ne faut pas hésiter une minute. Il faut le nommer tout de suite. Il y a un garçon chez Danone, je vais le nommer, je ne sais pas s'il est dans la salle. Il est là, notre nouveau DGRH? Non? Donc je ne donnerai pas le nom. Il est très jeune, quel âge il a? Il a 43 ans? Oui, il commence à être vieux. Mais quand il a fallu le nommer secrétaire général, Emmanuel hésitait, c'était encore moi le chef à l'époque, parce qu'il le trouvait très jeune, il fallait qu'il ait de l'expérience, Puis j'ai regardé Emmanuel, j'ai dit, mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, non? Tu te fous de ma gueule, là, non? Tu t'es regardé dans la glace, toi? Ok, tu t'appelles Faber, tu es très brillant, mais pas bien vieux non plus, non? Il dit, mais on s'en fout, on va coacher, on va entourer, mais il peut nous amener énormément de dynamique, énormément, une capacité à comprendre le business, tout en... Un juriste qui arrive à comprendre le business, c'est quand même un truc extraordinaire, moi j'en avais jamais vu. Rien que ça, c'est intéressant. Puis si on se trompe, ben, on lui expliquera qu'on s'est trompé. Enfin, vous remarquez qu'à chaque fois que vous devez prendre ces décisions, en fait, si vous mettez un peu de courage vous-même dans le choix que vous faites, vous allez prendre des bonnes décisions. Parce que très souvent, c'est vous que vous protégez, en fait. Et quand je dis très souvent, je suis gentil. Je pense vraiment que c'est 99% des cas, vous hésitez parce qu'il vous manque la bretelle, il vous manque la ceinture, il vous manque le parachute, et que si jamais vous nommez un type qui n'est pas dans les
qui ne cochent pas les cases, et c'est le drame du moment, parce qu'il faut cocher les cases. Est-ce que toutes les générations cochent toutes les cases? Non, mais on s'en fout, justement. Donc voilà, j'étais un peu long sur la réponse, mais je me sens mieux. Non, mais mon yoga. C'est vrai que j'ai posé la question sur votre parcours. Alors voilà, maintenant nous ouvrons la salle et la possibilité de poser des questions. Mais c'est vrai qui vous êtes, que je vais oublier rapidement, mais surtout où vous travaillez. Parce que quelquefois je connais un peu. Bonjour, je suis Dana Vigier et je travaille chez BMS. Vous êtes où? Là. Ah bah voilà. Je suis petite, je sais, mais ça ne changera rien si je me lève. C'est pas vrai, vous êtes assise. Ça ne change rien si je me lève. Oh là là, j'essayais d'être gentil. Merci. Je ne suis pas bien grand non plus. Bon, alors au-delà du fait que c'est un honneur et un bonheur de vous entendre, j'ai une question très courte, mais peut-être la réponse le sera moins. Ça, c'est sûr. On se connaît? Pas encore, mais pourquoi, à votre avis, avons-nous instauré dans le monde, j'entends, une forme de politiquement correct dans les entreprises comme dans la société? Pourquoi? Quelles sont les origines? Et quelles sont les conséquences, à votre avis? Bah, le politiquement correct, on en est tous responsables. Hein. Parce que je suis incapable de vous dire quand ça a été installé, mais les codes, pas les codes mathématiques, mais les codes de vie existent depuis toujours. J'avais une discussion sur le mariage récemment, qui est un truc qui est vraiment intergénérationnel, mais qui a incroyablement évolué dans la manière de le vivre. Déjà, au lieu de mourir à 50 balais, on meurt le plus tard possible. Et donc je me suis dit, mais d'où ça vient? En fait, c'est un truc de bourgeois après la Révolution, le mariage. Avant, c'était organisé. Après, c'est devenu un truc pseudo-non organisé, mais pour se protéger, pour plein de raisons. Donc les codes, ils ont toujours existé. Là où je dis qu'on est tous responsables, c'est que dès que vous n'êtes plus dans un code, et je sais de quoi je parle, où on vous trouve merveilleux, où on vous flingue. Vous n'êtes jamais au milieu. Hein. À tel point que, moi, on me dit très souvent, « Ah, vous êtes vraiment atypique. » Je dis, « Non, je suis moi. » Très souvent, je dis au manager de Danone, « Mais arrêtez de jouer une pièce de théâtre. Vous n'êtes pas acteur. Vous allez vous planter. Vous allez... » Voilà. Pourquoi je veux qu'on parle français chez Danone et que maintenant on parle qu'anglais? Mais parce que personne ne sait parler l'anglais dans ce putain de pays. Et que n'importe qui est beaucoup plus fort dans sa langue maternelle. Donc il y a des sujets techniques. J'ai fait tous les roadshows de la Terre avec mon anglais à 2 balles. Ben évidemment, vous avez besoin de 50 mots, ils sont contents. Donc, top line grosse. Vous voyez, je vous fais tout un discours en anglais, moi, en roadshow. Maintenant, si vous devez parler management, si vous devez parler équilibre, si vous devez parler sensibilité, si vous devez parler, expliquer à des gens de marketing, arrête de faire des analyses et parle avec tes tripes, mais vous allez faire passer beaucoup plus de messages, d'intonations que n'importe quelle personne dans une autre langue que la sienne. Et c'est un code aussi, celui-là. Après, même quand vous vous sentez un peu plus libre, parce qu'en fait, le vrai mot, c'est celui-là, hein, c'est avoir le courage d'être libre. Ça ne veut pas dire s'en foutre de tout. Moi, je me sens assez libre, dans plein de domaines. Je me sens vraiment libre. Je roule en scooter ou en vélo. Je roule en vélo pour avoir plus de liberté, parce que j'ai compris qu'on ne pouvait pas me piquer des points en vélo et je roule tous les feux rouges. Donc, je roule en vélo. Et je me fais arrêter par les flics et à chaque fois, je dis « Attendez, monsieur l'agent, on va quand même pas s'engueuler pour un feu rouge. Combien je vous dois ?» Parce que, je veux dire, il fait son métier. Moi, je me suis égaulé. Voilà, la règle du jeu est claire, combien je vous dois? Ben, si je vais, je dis n'importe quoi à l'Élysée, je vais me garer à 300 mètres. Je vais, comme on dit chez moi, je ne vais pas faire le mariole. Parce que, voilà, j'ai jamais de cravate. J'ai une veste. Elle est au bureau, sur mon dossier, là. Ce qui fait faire de grosses économies. Enfin, je plaisante, là. Ayant dit ça,
Et même pas d'occasion, la mienne. Hein. Ayant dit ça, je ne raisonne que par le respect. Alors c'est vachement dur de justifier une attitude ou une tenue ou un acte par le respect. Parce que si vous n'êtes pas dans le code de la personne d'en face, lui, il traduit tout de suite que vous lui manquiez de respect. Donc c'est vachement compliqué en fait, mais c'est marrant. Donc moi je dis, ouais, non, ouais, j'ai pas mis de cravate, mais c'est plus, je me souviens quand j'allais voir nos grands amis de la grande distribution, il y en a où je mettais une cravate et il y en a où je mettais, chez Auchan, je mettais une cravate. Chez Carrefour, je ne mettais pas de cravate. À mon avis, ça va changer là, hein, mais bon. Mais non pas parce que je manquais de respect, mais c'était plus un signal de je me sens bien chez vous. Donc je l'expliquais comme ça. Maintenant, les autres codes, moi je me souviens qu'il y a des gens de L'Oréal dans la salle là. Oui. Ouais. J'ai été au conseil moi de votre société pendant. C'était assez drôle, j'étais assis à côté de Brabec, Nestlé, enfin votre propriétaire. C'est drôle ce que je viens de dire. J'étais assis à côté de Brabec, comme ça. Et chez L'Oréal, je pensais que c'était comme chez Danone. Donc, pas simple, parce que c'est très compliqué Danone hein, en termes de culture, mais assez facile, quoi, avec une accessibilité. Et en fait, je me suis retrouvé au fameux étage de la direction, avec la salle du conseil, et des codes partout. Et ben, je me suis plié au code. Je suis au conseil de Rolex, voilà, c'est même plus des codes, c'est des balais dans le derrière. Enfin, je veux dire, c'est phénoménal. Ben, je m'y plie, parce que je pars du principe qu'il ne faut pas mélanger choquer les gens et être soi. Et que la liberté, c'est justement de pouvoir choisir comment vous vous comportez avec les gens. Donc, moi, c'est comme ça que je me sors de ces... Mais vous savez, quand vous êtes président, directeur général du groupe Danone, que vous avez 58 ans et que vous décidez d'arrêter, mais là, vous cochez plus une case. Vous passez juste pour un barjot. Vous allez perdre l'argent, vous allez perdre le pouvoir, vous allez perdre la notoriété, vous allez perdre plein de choses. Sauf que si dès le départ, ce n'est pas votre raison d'être, bah vous ne perdez rien en fait. Vous allez gagner plein de trucs. Une liberté encore plus forte, du temps, le temps de prendre son temps, le temps de vous occuper de vos gamins, même s'ils sont grands, parce que même quand ils sont grands, s'en occuper, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai toujours raisonné comme ça. Je me suis arrangé avec la bienséance et les codes. Mais oui, dans plein de domaines, hein, je me suis arrangé avec tout. On va prendre une autre question avant que vous dites dans quel domaine. Oui, c'est ça. English questions are most welcome also. He speaks English, hein, en français, on top of top line growth. Bonjour Franck, je suis danonaire, je travaille chez la division de médicale aux États-Unis. Et je voulais savoir seulement, simple, quelles sont les caractéristiques d'un leader qui passe les bâtons? Qui passe les bâtons? Je n'ai pas entendu. Qui passe le bâton, le relais. Le relais. Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont vos qualités en fait? Vous avez passé le relais? Oui. Non, mais j'ai un peu répondu déjà. Moi, je pense que quel que soit le poste que vous occupez, votre souci premier doit être un peu comme l'a dit Claude tout à l'heure, c'est passer le relais. Mais moi, je suis plus dans la notion de transmettre. Donc, la première qualité, c'est une capacité à être intéressé et à aimer les gens. Si vous n'êtes pas intéressé par les gens, si vous ne les aimez pas, vous arriverez à rien en termes de management, mais à rien, mais juste à rien. Je suis désolé pour ceux qui ne partagent pas cette opinion, parce que ça veut dire qu'ils vont arriver à rien, puisque j'ai raison par principe. Mais honnêtement, c'est vraiment ça. Un jour, je suis allé parler chez Renault, au management de Renault. C'était l'époque où il y avait encore Tavares. Et j'arrive, je ne savais pas quels étaient les sujets, et on me demande une question qui ressemblait un peu à celle-là indirectement, puisque c'était les qualités du manager, enfin, la question vachement bien préparée, vous voyez. Et je dis, moi, le management, c'est 90%, c'est de l'émotion. Ça faisait
3 jours que le Carlos, il disait no emotion, no emotion, no emotion. Gross margin 3%, no emotion, no emotion. Low cost producer, no emotion. Moi, je débarque, juste pour que ça soit encore plus drôle. Je suis administrateur de Renault. Donc c'était vachement sympathique. 90% de l'émotion, éclat de rire dans la salle. Mais j'en suis convaincu. Si vous n'avez pas, comment vous voulez comprendre les gens qui sont en dessous de vous, et encore plus important pour vous, les gens qui sont au-dessus de vous? Si vous n'avez pas de l'émotion, si vous n'avez pas cette capacité à sentir les choses, à comprendre s'il y a orage, s'il fait beau temps, si ça sent bon, c'est pas possible. C'est juste impossible. Ou alors vous devenez des analystes, c'est ce que je reproche un peu à tous les gens de marketing, y compris ceux qui sont dans la salle. Vous analysez. Alors l'Europe va pas bien, c'est la discussion qu'on a eue hier. Si je fais une analyse, oui, pas compliqué. Je vais tomber sur les 2 plus gros pays qui vont pas mieux que le reste. Parce que si ça va pas bien, c'est que les 2 gros pays vont pas bien. Puis ensuite, je vais descendre dans la gamme. Ah ouais, ça va être les 2 plus gros produits. Puis je vais en conclure qu'il faut redresser ces 2 gros produits dans ces 2 grands pays. Putain! Et je vois pas où est l'émotion, là. Après, vous faites une liste des marques, puis vous dites au mec, maintenant, avec tes tripes, oublie tes analyses, tes images qui ne veulent plus rien dire, c'est comme les sondages en plus. Et maintenant, tu me dis, pour toi, là, à ton avis, parce que tu es un être vivant, que tu fais tes courses, que tu regardes la télé, que tu as ta femme qui t'engueule le soir, ou ton mari à l'inverse, parce que maintenant ça va dans tous les sens, tes enfants qui t'emmerdent, parce que voilà, ils ont eu une mauvaise note, ou il y en a un qui fume des pétards, ou je sais pas quoi, donc tu es dans la merde, ou il a perdu sa copine, ou il a perdu... Enfin, vous voyez, les trucs de la vie, quoi, les trucs classiques, qui font quand même 90% de vos soucis, autrement vous êtes malade. Et dites maintenant, dis-moi parmi toutes ces marques, celle qui semble être la bonne vague, celle sur laquelle tu aimerais surfer, celle que ça fait 1 heure que tu es le cul sur ta planche et que tu attends la bonne série. Mais parle-moi pas d'études. Ouais, c'est les 2 vaches. Bon, ok, c'est une des plus petites marques. Il faut investir dessus. Parce qu'en plus, très souvent, ils vous expliquent qu'on n'a pas encore la bonne campagne. Donc, on ne dépense pas en pub. Non, on améliore la marge, c'est différent. Simplement, c'est amené de manière plus habile. Donc, tout ça, pour moi, c'est ce que j'appelle l'émotion. C'est-à-dire l'émotion ou une forme de sensibilité ou une compréhension des choses ou une capacité d'analyse, oui, mais avec des angles d'attaque totalement différents du commun des mortels. Un peu de créativité, un peu de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça merde, mais pas en panique, quoi, juste, va faire jour demain, de toute façon, le bout du tunnel, on s'en sortira toujours. Donc, et malheureusement, je pense que, et là je le dis pour les générations plus jeunes, parce que les autres c'est un peu derrière, non, je ne vous regarde pas pour ça, hein, il faut faire gaffe quand même. Je ne crois pas qu'on aille vers cette tendance-là. Même avec cette immense liberté que vous offrent les médias sociaux, le digital, rien du tout. C'est la plus grande manip de la Terre. Mais la plus grande manip. Vous savez, quand vous achetez de la musique, si encore vous l'achetez, c'est encore une autre règle, d'autres ont choisi, vous l'avez déjà vu ça, non? Donc, on enlève même cette capacité de choix aux jeunes générations. Alors que l'outil leur permet de découvrir une multitude de choses. Mais on sait qu'à 10 ans, on écoute ça, à 10 ans, on est plutôt un peu 15 ans, plutôt hard ou rap maintenant. Ensuite, on passe à des trucs un peu plus machin, et par hasard, on peut croiser la grande musique, on est dans cette salle. Mais non, aujourd'hui, c'est d'autres ont acheté, ou nous vous suggérons que... Bon, donc on n'a pas d'inquiétude, on va tous être drivés par ça, donc c'est impeccable. Donc voilà, moi je prône encore cette nécessité de sensibilité, cette nécessité d'être triste, cette nécessité d'avoir peur. Quelqu'un qui n'a pas peur dans l'entreprise, mais c'est le mec ou la femme la plus dangereuse qui existe. Toute personne sûre de soi est dangereuse. Moi, mon père, il appelait ça le bénéfice du doute. Tu voulais strictement rien dire, mais tout le monde comprenait. Il faut douter. Quelqu'un qui ne doute pas est un mauvais manager, mais vraiment un mauvais, si c'est tout.
souvent, c'est d'ailleurs le même mec qui vous explique ou la même femme qui vous dit voilà tout ce que j'ai fait cette année. Puis à la fin, je dis et tes équipes, elles vont bien? C'est souvent la même personne. Donc, doutez. Ne croyez pas que quelqu'un qui doute est quelqu'un qui est faible et qui ne saura pas manager et diriger. C'est l'inverse. Il va souvent prendre du temps, peut-être, mais ça, c'est à vous d'entourer. Mais il faut prendre les gens qui doutent. Alors, je ne sais pas si les nouvelles générations doutent, et je pense que si, en fait, quand je pense à celles qui me touchent, c'est même pas qu'elles doutent, c'est presque un peu exagéré, c'est 10 000 questions à la seconde. Et très souvent, j'ai envie de leur dire, mais arrête de me faire chier, fais confiance à la vie, vas-y, tu verras bien quel âge tu as. 25 ans, ok, je sais qu'on est déjà très vieux à 25 ans, puisqu'on est quasiment président de la République, mais vas-y, quoi, vas-y, tu verras bien, tu verras bien. Mais je le dis à vous qui êtes des managers, en face d'un problème ou d'une décision ou d'un choix, arrêtez de tout décortiquer pour aller du A au Z. À B, vous vous lancez, puis vous verrez bien, vous corrigerez, ça merdera, vous vous ferez engueuler, c'est pas grave, à condition que vous fassiez participer tout l'écosystème qui est le vôtre autour de vous. C'est la seule condition pour emmener les gens avec vous, puis qui ne découvrent pas. C'est brutal de découvrir une connerie. Bon, si on a tous participé à la connerie, c'est déjà moins mal. Mais honnêtement, arrêtez de tout décortiquer. Bon, j'ai un peu dérapé, hein, mais... C'est bien, ça donne répondre à la plein de question clés. suivante. Alors, 2 questions là. Oui, bonjour, Johan Lacan d'Airbus. Je suis là. Bonjour. Vous êtes grand, vous? Comment? Vous êtes grand? Si, parce que assis, vous êtes déjà au-dessus des Non plus, je ne suis pas très grand, non. Alors j'avais envie de vous poser une question sur l'entreprise libérée, savoir ce que vous en pensiez par rapport à Danone. Et puis en fait, vous venez de dire quelque chose qui m'intéresse encore plus par rapport au doute. Donc en quoi c'est important de douter, en quoi ce qui ne doute pas vous semble être dangereux pour l'entreprise. Et c'est la première fois que je vous vois sur scène partager avec nous votre expérience. Pourtant, je fais beaucoup de spectacles. Voilà. Mais j'ai pas suffisamment regardé sur YouTube, j'ai pas suffisamment bossé mon sujet. Mais Ah non, du coup, vous êtes très impactant dans ce que vous livrez. Vous avez voilà, des opinions. Il ne faut qui pas sont très banaliser le tranchées. bousin. Ouais. Et ma question est justement, qu'est-ce qui vous fait douter à vous? Ce qui me fait douter, tout, parce que j'ai peur. Je suis un trouillard. Donc, quand vous avez peur, la peur, c'est un bon sentiment. Parce que vous vous précipitez pas, vous réfléchissez. Et en plus, je suis un peu fainéant. Ouais, quand vous croisez les deux, c'est super. Donc, honnêtement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est pas les choses qui vous font douter, c'est que moi, je doute naturellement. Je peux être un peu paranoïaque, je peux être un peu... pourquoi il me dit ça Le seul truc qui me fait péter les plombs, c'est l'injustice. Ça me fait totalement péter les plombs et je deviens un peu hystérique, un peu... Et voilà. Mais je doute par nature. Je doute pas par construction. Et je pense qu'il vaut mieux douter par nature. Mais après, oui, mais puis je suis total transparent. Quand je vous dis que j'ai peur, vous rigolez, mais c'est vrai. J'ai la trouille du noir, moi. Dès qu'il fait nuit, je me fais des films, des trucs, je devrais aller voir un psy ou je sais pas quoi, mais je le démonte, le psy, de toute façon, donc ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, donc à partir de ce moment-là, il y a des moments dans ma vie professionnelle où j'ai eu plus que des doutes, mais vraiment des angoisses. Pendant la crise LU, j'avais vraiment des angoisses. Mais vraiment, hein. Mais je me mettais à douter de moi-même, ce qui est encore une autre étape. Mais il y a d'autres moments où j'ai tranché, je ne doutais absolument pas. Pourquoi? Parce que j'avais, comme on dit, j'avais cheminé, j'avais discuté avec les gens. De nouveau, si vous êtes manager, et encore plus, vous savez, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous êtes tout seul comme un rat face aux décisions. Et tout est fait pour que vous restiez seul, y compris d'ailleurs dans le choix qu'on vous propose, puisque les choix qu'on vous propose ont été totalement épurés par l'armée des Indes, avec des gens tellement plus intelligents que vous, que de toute manière, voilà. Et vous vous retrouvez avec le fameux choix, leur poussoir et le truc qu'ils ont envie que vous choisissiez. C'est ça le boulot de patron. Donc, le premier réflexe, c'est de se dire, attends, ils ont réfléchi, ils n'ont pas... Non mais je vais les niquer, je vais penser à autre chose.
Et de ce fait, vous créez le débat, vous créez la discussion, vous créez le frottement. Et moi, je me souviens, il y en a, ils ne s'adaptaient absolument pas à ce que je faisais, parce que je pouvais partir au Comex, mais je pouvais partir total en vrille. Mais total de chez Total. Mais au moins, moi, je me souviens dans cette salle, avec Jacques Vincent, pour ceux qui l'ont connu, qui était quand même pas le mec le plus créatif. Si, créatif, oui, mais assez rigide, comme on dit. En plus, son rêve, c'était d'être DGRH. Vous imaginez la cata, quoi. Bon, on était tous les deux sur l'estrade. C'était, vous voyez, c'était une époque, c'était au début des années 2000, l'entreprise qui avait plus la cote, c'était pas Facebook, tout ça, ça n'existait pas Google, c'était Cisco. C'était l'entreprise, mais la plus à la mode. Tout ce qui était networking, réseau, etc., nouveaux modes de com, etc. Et on était monté sur l'estrade en disant, on va lancer un grand plan, ça s'appelait Danone Networking 2007. C'était 3 ans avant 2007, ça devait être donc normalement, si je compte bien, en 2004. Et en face, la même tronche que vous. Et la langue sèche qui pendait sur le côté. Et là, j'ai dit à Jacques, en aparté, je dis, on a trouvé le bon concept. Maintenant, on va le remplir, mais on a trouvé le bon truc. Donc, est-ce qu'on doutait? Mais oui, on doutait, on était effrayés, on avait l'impression de devenir une vieille entreprise qui n'avançait plus. Donc voilà, douter, c'est presque un art, je pense. La difficulté, c'est que si vous vous mettez à douter en face de votre chef, qui est un petit chef, là, vous êtes un peu dans la merde. Parce que lui, il doute de rien. Hein. Il doute de rien, puis il a surtout une certitude, c'est comment il va faire prendre une décision qui ne risque pas de le mettre dans l'embarras. Et au mieux, il pourra dire que c'est vous, d'ailleurs. Ça existe, hein. Mais c'est ça l'art de manager, c'est d'identifier non pas des compétences techniques, c'est d'identifier des compétences humaines, c'est d'identifier, est-ce que vous pouvez, comme l'a dit un peu Claude, est-ce que vous pouvez aller au front? Est-ce que vos directeurs généraux de business unit, c'est des gars qui vont monter au front? Est-ce que vos directeurs commerciaux, c'est quand vous êtes dans la merde, c'est des gens qui vont porter l'entreprise parce qu'ils vont aller colmater les trous? C'est ça, c'est vraiment ça. C'est, sans faire d'analogie, mais quand même, c'est une équipe de foot ou c'est une équipe de handball. Hein. C'est chacun son rôle, chacun son job, mais tout ça dans une énorme solidarité. Donc les mots qui vont être importants, ça va être la liberté d'action, ça va être confiance. Confiance. Combien de fois vous avez envie de demander à votre chef, mais attends, arrêtons les conneries là, tu me fais confiance ou pas? Vous l'avez souvent imaginé ou même posé cette question. Moi je réponds toujours la même chose. Je dis mais j'ai pas à te répondre, c'est à toi de la gagner. Moi par définition je fais confiance. Une fois. Une fois. J'estime que la confiance c'est pas un truc qu'on corrige. Parce que c'est quelque chose que je vais donner. Donc si je le donne, c'est pas pour le reprendre, puis le redonner, puis le reprendre. Ça, au bout d'un moment, c'est comme le bout de fer, hein, c'est finit par casser. Hein. Bon, ben, moi, il casse au bout d'une fois. Si je donne ma confiance, il ne faut pas me planter. Sauf avec les présidentielles. Pensez-vous, à qui donneriez-vous votre confiance? On va prendre une autre question. Mais si, je suis sérieux en plus. Mais oui. C'est le mec, il est honnête. Alors, il y a une question là-haut. Bonjour. Donc je me présente, Houda, je suis chargée de la communication interne au sein de Danone Algérie. Et je voudrais un peu revenir à Danone. On s'excuse hein, pour les autres. Exactement, je profite de mon écosystème. Hein, et en fait, on est amené à raconter Danone aux nouveaux Danoneurs et aussi aux étudiants lors des roadshows, etc. En Algérie? Oui. Et on sait très bien que l'histoire de Danone est tellement riche et extraordinaire. Et vous avez parlé de code génétique. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez, vous nous racontiez brièvement Danone, les choses pertinentes, importantes à... Non mais je vais vous dire, c'est une très bonne question parce que très souvent, quand vous êtes PDG d'une entreprise, alors vous cochez les cases, normalement vous êtes super intelligent, vous êtes brillant, vous avez une vision stratégique. Moi j'ai toujours expliqué, de nouveau je suis désolé, mais j'ai un père qui était ce qu'il était, il m'a éduqué comme beaucoup d'entre vous j'espère,
Et du coup, mes références sont souvent là. Moi, il m'a toujours expliqué que la stratégie, c'était un truc qu'on expliquait après, comme ça on était sûr de ne pas se tromper. Je ne sais pas si on vous l'a appris à HEC, ça, mais c'est quand même très vrai. Et du coup, quand vous parlez stratégie, en fait, le mieux, c'est de vous demander si vous racontez une histoire. Voire même une petite histoire, pas la grande histoire. Et chez Danone, c'est une multitude de petites histoires. Vous venez d'Algérie, l'usine est à Djoudjoura, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas encore oublié. Et Djoudjoura, pour moi, ça représente autre chose. C'est le berceau d'une famille, d'un ami footballeur que je connais bien et que vous connaissez tous. Donc, il y a là aussi de l'émotion. Petite histoire. On est ici dans une salle merveilleuse, vous ne le savez peut-être pas, mais elle a été construite pour un très grand violoncelliste russe, Slava Rostropovitch. Très grande amitié, mais presque paxée avec mon père. Mais il est russe d'origine. Et on est devenu très fort en Russie. Petite histoire, mais qui a fait la grande histoire. Parce que c'est le lien, c'est ça qui a fait qu'à la chute du mur de Berlin, on était même déjà en Russie avant, à cause du lien d'amitié qui résidait entre mon père. Alors après, il vous a expliqué le grand marché, le machin, d'où la stratégie qu'on raconte après. Mais ce qui a fait prendre la décision, le germe qui fait prendre la décision, c'est ça, c'est celle-là. Vous voyez tous, il y a des gens qui travaillent chez Orange ici. Oui. Vous avez eu une publicité à une époque où on voyait Rostropovitch qui jouait du violoncelle devant le mur de Berlin. Vous la voyez cette pub? Puis il y a des gens en arrière-plan. Ben, vous allez prendre une loupe, puis vous allez regarder qui il y a en arrière-plan. Vous verrez ma sœur, vous verrez mon père, vous verrez la compagne de mon père, et vous verrez Jean-Claude Haas, qui est décédé aussi, ils sont tous décédés malheureusement, qui était chez la Banque Lazare. Pourquoi? Parce que c'est mon père, avec un petit avion, à l'époque, Danone avait un petit avion, qui a emmené en rase-motte, parce qu'il n'y avait pas d'autorisation, Rostro à Berlin, qui voulait jouer devant le mur de Berlin. Petite histoire, toute petite histoire, grosse conséquence. Sans parler de l'enrichissement personnel de mon père, parce que tous les Allemands de l'Est qui passaient le mur prenaient Rostro pour un clodo et jetaient des pièces. Et mon père, en bon lyonnais, il ramassait. Donc, d'où la question d'Agnelli, vous voyez à peu près. Mais c'est une histoire vraie. L'Inde, on a été très tôt en Inde. Et il se trouve que j'avais un oncle qui s'appelait Jean Ribou, qui était, oui, assez connu, assez proche d'un président français qui s'appelait Mitterrand, mais qui était surtout le patron de Schlumberger, le pétrole. Et sa femme était indienne. Alors ça ne vous paraît rien du tout, mais pour des gens qui sont nés entre 1918 et 1920, se marier avec une indienne d'Inde, c'est un peu petite histoire. Enfin, ça a été une grande histoire en l'occurrence. Voilà, la Chine. Il y a une photo célèbre que tous les gens de Danone connaissent où on voit mon père sur la muraille de Chine en train de faire manger un gros pot de yaourt d'1 kilo de yaourt aux fruits à un petit Chinois. Bien évidemment, il n'y avait pas la queue d'un yaourt Danone en Chine. Simplement, le photographe qui a eu le droit de photographier toute la Chine pendant l'époque de Mao Tse-tung, qui est décédé malheureusement il y a 1 mois, il s'appelait Marc Ribou. C'était l'autre frère de mon père. Petite histoire, grande conséquence. Après, oui, les sauces. Alors les sauces rouges, les sauces jaunes, les sauces marron. Ça, c'était pour expliquer le rachat de HP en Angleterre et de, je ne sais plus quelle marque, en Italie. Plus Amoramai. Voilà, toujours des histoires, toujours des histoires. Et c'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui, et que j'ai moi demandé à Jérôme Toubiana, de réécrire l'histoire des business units de Danone à travers les petites histoires. Parce que c'est celles-ci qui font les grandes histoires. Il faut arrêter de penser que c'est des plans sur la comète. Pourquoi on a racheté Nutricia avec le médical, etc. Parce qu'on venait de vendre le biscuit. C'est tout. C'est con comme histoire. Avec l'argent des actionnaires. Allez, on prend une autre question. Voilà, dernière, peut-être. Question.
C'est pour ça que je dis que je peux faire 1 heure sur les histoires de Danone. Je peux vous passer du verre plat au verre d'emballage. Parce que n'oubliez jamais qu'on a démarré en faisant des bouteilles de verre. Allez-y. Oui, bonjour, je suis Sylvie Senanetch de chez NJ. Je suis là. Ah, vous êtes là. Moi, je voulais savoir, parce que vous êtes un homme de doute, mais vous avez quand même pas mal de convictions. Et moi, j'aime beaucoup votre franc-parler. Et je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de partager vos convictions avec Isabelle Cocher. Non, je ne la connais pas. Je connaissais celui d'avant, là, qui s'est accroché un peu longtemps, mais non, je ne la connais pas, non. Mais je serais ravi de la rencontrer. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse prendre un petit peu de vos émotions. mais avec le plus grand plaisir. Mais j'ai compris le message. Et votre DGRH, Pierre Deninck... Et en plus, je vais vous dire pourquoi ça m'intéresserait de la rencontrer. Oui, il y a Pierre, mais il est là, Pierre? Non, il n'est pas là. Ça m'intéresserait de la rencontrer même sur un autre sujet, parce que ici, il y a Evian, il y a l'usine. On a évidemment, comme pour toutes les marques de Danone, une vision environnementale très forte. Et je suis allé le voir hier, on a enfin distribué notre premier litre de gaz, de biogaz, à partir d'un méthaniseur au-dessus d'Evian, là. Et j'aimerais bien la rencontrer, parce que je voudrais qu'on aille plus loin. Oui, je vous donne même le prétexte. Je vais faire passer le message, merci. Non, vous n'allez pas faire passer le message, vous allez organiser le déjeuner. C'est ça. Faire passer le message, je vous jure que je peux y arriver. Et soyez, au contraire, organisez le déjeuner, soyez présente au déjeuner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On fera moitié-moitié après. On prend encore une question alors. J'aime bien lui mettre le bousin dans son... Oui. No comment. Bonjour, François Duplex, BMS, mais ancien Danone. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, le groupe s'est énormément transformé, et je pense en particulier à toutes les sessions de branches qui se sont passées au monde du biscuit, de la bière, etc. Donc j'imagine, j'étais parti... 70%. J'imagine, j'étais parti que ça a pas mal tangué. Donc comment vous avez fait pour engager toutes les équipes derrière vous? Parce que je pense qu'il y a eu des résistances, quoi. Non, des résistances, c'est toujours pareil. C'est quand même le b.a.-ba de votre job quand vous êtes patron ou patron d'une branche. D'abord, c'est d'être bien entouré pour que votre discours soit relayé. Et ensuite, c'est d'y aller. C'est d'aller expliquer. En plus, ayant bossé dans quand même pas mal de divisions du groupe, j'avais des liens d'amitié assez forts avec beaucoup de gens. Donc ça passe par l'explication, non pas l'explication stratégique, mais un peu quand même, mais par montrer en quoi ces décisions allaient renforcer le groupe. Et surtout pas dire c'est les actionnaires, il y a un activiste, ce qui n'était d'ailleurs pas du tout le cas, on va améliorer les marges. Non. C'était vraiment rester sur le raisonnement de départ qui était simple pour nous. Moi, j'ai été nommé en 1996 et on a commencé à céder des choses tout en faisant des acquisitions. Mais il n'y a pas réellement de lien de financement de cause à effet. Mais c'était plus qu'on s'était dit, il nous faut des relais de croissance et le groupe était à 96% européen. Et après, en termes de management, c'était croisé avec une autre idée, c'est que vous ne pouvez pas toujours dire non à quelqu'un. Il y a toujours un moment où vous êtes obligé de dire oui. Et ce oui, même si c'est une petite chose, est tout aussi défocalisant que le non. Donc, comme on voulait s'internationaliser, aller dans les pays émergents, on voulait prioriser les métiers et prendre les métiers qui allaient nous offrir le plus d'opportunités, notamment en termes de croissance. Pourquoi? Parce qu'on pense que le meilleur moyen d'améliorer la marge, au-delà d'une productivité, je l'affirme, nécessaire, obligatoire, productivité à 360 degrés, vous devez être les gens les plus efficaces de la Terre. Vous ne pouvez plus avoir de gras au-delà du muscle, plus rien. Vous devez être des chevaux de course. Mais ayant dit ça, le meilleur moyen d'améliorer la marge, c'est de faire croître le chiffre d'affaires avec des produits à plus forte valeur ajoutée. C'était ça l'idée qu'on avait en tête. Donc la croissance était plus simple à faire. Et ça, malheureusement, ça a été démontré, ou heureusement,
amenant d'autres risques, on est d'accord, sur les pays émergents que sur la vieille Europe. Donc, on se voyait mal dire toujours à des gens de l'époque, j'en sais rien, moi, Geoffroy Pinoncelli avec ses pâtes ou ses trucs qui... Non, non. Tu veux de la pub? Non, parce qu'on en a besoin pour le Vietnam ou on en a besoin pour la Chine. Tu veux... Hein? Et au bout d'un moment, la catastrophe, c'est quoi? C'est toujours pareil. Comme les hommes sont le truc le plus important pour réussir, c'est que vous n'avez plus un manager de qualité qui veut aller bosser dans la division qui passe pour le parent pauvre. Donc, au bout du bout, vous allez abîmer cette division et vous la privez d'un avenir. C'est pour ça que quand on a vendu le biscuit à Mondelez, qui était Kraft à l'époque, ben, on a expliqué qu'on offrait un avenir beaucoup plus important parce que du jour au lendemain, le biscuit, notre biscuit plus leur biscuit devenait la catégorie phare du groupe Mondelez, qui change totalement d'un coup de baguette magique. Quand vous expliquez ça, les gens comprennent. Mais ils ont la trouille. Ils ont peur. Parce que tout changement crée la peur. Et ils ont encore plus peur parce qu'ils viennent de chez Danone, qui, sans vouloir être méchant, est quand même un cocon sympathique. Même si c'est très dur et qu'on y travaille beaucoup, ça reste un cocon sympathique. Dans cocon, il y a co, mais c'est sympathique. Donc, je me demande ce qu'il faut faire. Et quand j'ai négocié avec la patronne de Irene, je ne sais plus quoi, Rosenberg, je crois. Non, qui est Rosenberg? C'est le pilote de Formule 1, donc elle, c'est Rosenfeld. Chacun ses moyens hein, pour s'en souvenir. Comme ça que je me suis pris les pieds en conférence de presse avec elle. Je la vois et j'ai négocié avec elle, d'abord qu'il n'y ait aucune fermeture d'usine pendant 3 ans, et qu'ensuite, elle garde les managers de Danone. Mais le plus fort, entre guillemets, c'est que j'ai pris tous les directeurs généraux de business unit du pôle biscuit et je leur ai donné l'ordre de ne pas quitter leur poste pendant ces 3 ans. Et surtout de ne pas quitter le poste pour revenir chez Danone, qui ne serait pas repris. 3 ans et 1 seconde, il y avait la queue boulevard de Malesherbes. Mais bon, c'est une autre culture. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais qu'il y ait des gens les plus forts, les plus costauds, les plus éduqués, ceux qui avaient la plus forte employabilité, restent pour protéger ceux qui n'étaient pas dans le même cas. Et qui, du coup, fassent écran pendant 3 ans, servent de filtre pour que cette culture très américaine, qui n'a pas que du négatif, percole gentiment et s'adapte à la culture du groupe Danone qui est très spécifique. Et ça a plutôt bien fonctionné, je pense. Merci Franck, on va s'arrêter là. Franck, un homme libre qui sait raconter des petites histoires. C'est beau. Merci.